Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous débuterons notre édition de ce vendredi 20 novembre en s'associant au rassemblement d'hier, place de la mairie à Dax. Un moment fort en soutien aux victimes des attentats de vendredi dernier, avant de nous rendre à Moliette où était présenté le plan communal de sauvegarde. Nous ferons ensuite la connaissance du marcheur de l'EHPAD de Cabreton, avant de nous rendre à la soirée du gouffre, toujours à Cabreton. Côté sport, il sera question de boxe avec un grand gala qui s'est tenu à Léon, avant de finir notre journal par nos tutos de la conso qui vous donneront des conseils pour éviter les arnaques. Tout d'abord, direction Dax pour un moment de recueillement en hommage aux victimes des attentats de Paris. Sur le parvis de la mairie de Dax, à la façade, aux couleurs du drapeau français, quelques 2500 personnes se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Un rassemblement qui a eu lieu au même moment à Mont-de-Marsan, à l'appel de l'Association des maires des Landes. Ce qui remonte de nos communes, c'est un besoin d'être ensemble, un besoin de se rappeler les valeurs de la République, un besoin de faire en sorte qu'on puisse dire non à tout ce qui s'est passé dans ces journées terribles. Et quand on voit le monde qu'il y avait aujourd'hui, on ressent bien ça, ce besoin d'être ensemble, et c'est quelque chose qui fait chaud au cœur de tout le monde et en particulier des maires. Après une minute de silence, 3 textes ont été lus par des Dacois, dont celui écrit par un journaliste de France Bleu, dont l'épouse a été tuée au Bataclan. Vendredi soir, vous vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes, et je ne veux pas le savoir. Vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j'aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu. Suite à ces lectures, le maire de Dax a pris la parole avant que toute la foule entonne la Marseillaise. Il y a eu beaucoup de monde ce soir et c'est tout simplement la démonstration que le pays est sous le choc, le pays est à la fois traumatisé et en même temps, et ça a été un peu le sens de mon message, le pays est debout. Le pays ne sera pas effondré, le pays résistera. Et il se battra contre ces barbares, ces fanatiques qui veulent imposer leur loi, ou plutôt la loi de l'extrémisme religieux sur les lois de la République. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Après la tempête Klaus de 2009, de nombreuses municipalités se sont dotées d'un plan communal de sauvegarde pour s'organiser au mieux lors de telles catastrophes. À Moliette-Sema, Madame le maire Mireille Multo a tenu à présenter à ses administrés l'importance d'un tel document et a fait appel aux bonnes volontés. Images. Basé sur le recensement des risques de la commune ainsi que ses moyens disponibles, qu'ils soient communaux ou privés, le plan communal de sauvegarde permet de planifier les actions des acteurs de la commune, élus, agents municipaux et bénévoles, en cas d'événements majeurs, parmi lesquels tempêtes, inondations, feux de forêt ou transport de matières dangereuses. Donc oui, Moliette a fait un choix communal de mettre en place ce document. Donc là, on est vraiment au début de la démarche, donc c'est-à-dire qu'on a eu les premiers rendez-vous avec les élus, la découverte un petit peu pour nous, montois, de la commune, du territoire et de ses spécificités. Ensuite, on va appuyer, aider la collectivité en tant que technicien dans tout ce qui va être les décisions prises sur les différents quartiers, les différentes zones, les zones potentielles pour accueillir des sinistrés, des personnes évacuées, des campings ou autres. Si on a ce document, nous, qui nous sert de mode d'emploi et qu'on puisse répéter avant, faire une fausse alerte, je pense qu'on sera beaucoup plus efficace puisqu'on fera les choses dans l'ordre. Et en plus, ça évite d'oublier des choses qu'on a très certainement oubliées en 2009.
Avec ce plan communal de sauvegarde, Molietz rejoint les 237 communes landaises qui ont déjà un PCS ou sont en cours d'élaboration, ce qui place le département des Landes au premier rang national avec 70% des communes dotées de ce document. Ce document est quelque chose qui est d'actualité, vu que nous avons quand même le réchauffement climatique, des événements majeurs, que ce soit des accidents routiers ou aériens, qui montrent que nous avons besoin d'une organisation. Ce document n'est pas obligatoire sur la commune de Molietz, fortement conseillé parce que justement il peut permettre à la commune de gérer une crise dans les meilleures conditions et je pense que c'est un document qui sera nécessaire dans les années à venir pour l'ensemble des communes du territoire français. D'autant qu'à Molietz, un facteur supplémentaire est à prendre en compte, sa population qui passe d'1 millier d'habitants hors saison estivale à près de 30 000 en plein été. La grosse difficulté, c'est si nous arrive une catastrophe en pleine saison. Alors là, même le PCS, je pense qu'on n'arrivera pas forcément, je pense, sans pessimiste, mais je pense qu'on ne pourra pas l'appliquer complètement en plein mois d'août, du 15 juillet au 15 août. Si on doit reloger des personnes, je ne vois pas quel bâtiment on pourra utiliser. Alors le PCS, justement, va nous permettre d'aller voir les hébergeurs et puis peut-être qu'on va découvrir des grandes granges qu'on ne connaît pas, mais j'espère. Toutes les personnes fragiles de la commune, les bonnes volontés et les propriétaires de matériel utile en cas de crise, de tempête ou d'inondation sont invités à se présenter en mairie afin de les recenser dans ce PCS qui devrait être effectif courant 2017. C'est à pied et en compagnie de son fidèle compagnon qu'un employé de l'EHPAD de Cabreton est en train de parcourir près de 700 km. Il a décidé de partir de Cabreton ce 16 novembre avec l'intention de rencontrer la ministre des Affaires sociales pour exprimer son mécontentement. 2 fois suspendu de ses fonctions dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, M. Gasser est parti sur les routes en direction de Paris ce lundi matin, avec l'intention de rencontrer la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine. Je vais tenter de rencontrer Marisol Touraine pour lui exposer le problème, lui rappeler, mais je suppose qu'elle le sait mieux que moi, justement qu'il y a des lois qui protègent les EHPAD et qui protègent les résidents et le personnel et qu'il est indispensable de les respecter pour protéger le résident, mais aussi les personnes qui travaillent auprès d'eux. Et il s'avère que pour des mesures économiques et sécuritaires, le corps médical sont de plus en plus hors la loi, Sous prétexte qu'il n'y a pas de sous, tout à coup, on ne respecte plus la personne humaine de moins en moins. Enfin, en tous les cas, moi, je le constate dans de nombreux EHPAD. Donc je pars à Paris, j'ai acheté un chariot de golf. J'ai un peu renforcé les roues parce que c'est un peu léger. Et puis j'ai une petite caisse derrière qui va accueillir le chien quand il en a marre de marcher. Comme ça, il pourra se reposer pendant le voyage. Et puis j'ai un sac, quelques vêtements, beaucoup d'ustensiles, d'outils, de trucs que j'aurai besoin sûrement pendant le voyage. Et puis une gourde d'eau. Et je vais filmer, faire des petits films, des photos. Et je vais poster tous les soirs sur Facebook. Ces photos et ces films. Voilà. Pour me suivre, il suffit d'aller sur Facebook. Nous avons monté une page qui s'appelle Le Marcheur des EHPAD, en 2 mots. Le Marcheur des EHPAD, voilà, en 2 mots. Et là, vous pourrez suivre la progression du voyage. Et si vous avez un lit de libre ou même une grange, un peu de paille ou n'importe quoi, un toit, quelque chose, je suis... demandeur de lieux comme ça où je peux me reposer pour la nuit. Voilà. Soutenu par ses collègues de travail et de quelques amis, François Gasser se fait accompagner de quelques kilomètres avant de prendre définitivement le départ pour un voyage vers la capitale. Le 20 septembre dernier, pour les Journées du patrimoine, Cabreton avait mis à l'honneur son canyon sous-marin. Cette journée du gouffre a connu un tel succès que de nombreuses personnes n'ont pas pu assister aux conférences. Pour tenter de satisfaire les déçus, la municipalité a organisé la Nuit du Gouffre avec la projection des meilleures conférences de la Journée du Gouffre. Regardez. Séance de rattrapage de la Journée du Gouffre, la Nuit du Gouffre s'est elle aussi déroulée à guichet fermé, preuve de l'engouement populaire pour ce canyon sous-marin d'exception.
Moi, ça me rend ouf. C'est plus de l'engouement, c'est de l'engouffement. C'est extraordinaire de voir que les gens s'approprient le gouffre, que tout le monde veut son gouffre, tout le monde aime ce gouffre, tout le monde voit quelque chose de différent dans ce gouffre. C'est ça qui est formidable. Il appartient à personne, mais il appartient à tout le monde. Et donc de voir que encore aujourd'hui, malheureusement pour la nuit du gouffre, nous allons devoir refuser du monde, puisqu'il y a déjà des gens qui essayent d'entrer alors que la salle est déjà complètement pleine. De voir ça, c'est merveilleux et ça nous donne une énergie à la ville et à moi-même phénoménale pour continuer à faire connaître cette merveille de la géologie qui est un des patrimoines les plus extraordinaires qu'on ait en France, à condition de savoir le voir. Bien consciente du trésor qu'est le gouffre et des mystères qu'il recèle, la municipalité souhaite le mettre en avant tant sur le plan géologique que touristique. Ça fait partie de l'histoire et du patrimoine cabretonais. Je trouve qu'il a été trop longtemps laissé de côté, mais la difficulté effectivement c'est qu'on a une merveille qu'on ne voit pas, donc il nous appartient à nous de lui donner un petit peu de corps. Et donc voilà, donc oui, on est tout d'abord très heureux de ce succès qui va même au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Et puis voilà, de consolider cet événement, c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement, et de pouvoir effectivement au cours des mois et des années à venir, faire de cet événement un événement incontournable de la vie de la cité, mais aussi en même temps de le faire vivre à l'année. Plusieurs animations et conférences sont d'ores et déjà prévues pour l'an prochain. Tout l'art de ces journées du gouffre, de ces nuits du gouffre, c'est d'arriver à montrer quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et maintenant, la science nous donne les moyens de découvrir ça. Et justement, ce qu'on va faire dans le futur, puisqu'on va pendant 1, 2, 3 ans, on va développer la connaissance du gouffre, le faire connaître à tous les publics. On va travailler de concert avec un consortium scientifique qui s'installe dans la région pour 6 ans. 6 ans d'études océanographiques sur le milieu, l'habitat, la qualité de l'eau. Et ces gens vont avoir l'un des lieux ateliers, l'un des sites ateliers pour étudier les habitats et la qualité de l'eau. Ça sera le gouffre de Cabreton, mais juste devant nous. Donc on va travailler parallèlement avec ce groupe de scientifiques qui vont forcément découvrir des choses nouvelles d'année sur année. L'estacade, symbole de Cabreton, va devoir partager son statut d'emblème de la cité marine avec le gouffre qui lui fait face. Pour la 3e année, le club de savate de boxe française de Léon organisait samedi dernier un grand gala de boxe. Venus de toute la France, 26 combattants se sont rencontrés sur le ring. Spectacle garanti. Samedi soir, la salle de la Huchette à Léon avait en son centre un ring pour accueillir 13 combats de boxe française. Très simplement, donc la boxe française, c'est un très vieux sport de combat pied-point, d'accord, où la spécificité de la boxe française, c'est d'utiliser donc 2 armes, les poings et uniquement les pieds. D'accord, on n'a pas le droit au tibia ou au genou, par exemple, comme dans la boxe thaï. On boxe avec des chaussures et dans tous les sports de combat, on se rencontre. Donc il y a un certain nombre de reprises, de rounds, si vous voulez, suivant les niveaux et suivant les âges. Et on détermine donc la différence de niveau entre les 2 boxeurs, le meilleur qui a gagné, voilà, l'efficacité des coups. Donc le combat, on porte les coups, on recherche l'efficacité. Là, toute la puissance, comme vous allez le voir, est donnée. Et un gala n'est pas une compétition, il y a donc moins de pression pour les boxeurs venus des 4 coins de France. Ils viennent ici pour s'entraîner, pour se préparer, parce que pour se préparer, il faut combattre, il faut beaucoup combattre pour avoir de l'expérience, pour savoir comment réagir et comment boxer pendant une soirée. Donc là, ils n'ont pas de pression particulière, si ce ne fait de gagner ou de perdre, ou éventuellement d'être blessé, d'avoir une blessure. Donc là, c'est une très belle date parce que les débuts du championnat sont loin, donc s'ils sont blessés un petit peu, ils peuvent s'en remettre facilement, etc. Donc c'est pour ça que nous avons réussi à avoir beaucoup de personnes ce soir. Qu'ils soient jeunes espoirs, 2e série ou élite, les combattants enchaînent les rounds. Et les combats durent par exemple de 3 fois 2 minutes effectives, donc il y a 3 fois 2 minutes effectives, 2 minutes de combat, 1 minute de repos, 2 minutes de combat, jusqu'à 5 fois 2 minutes. Voilà, donc c'est un sport qui est c'est un énorme cardio, c'est un sport le plus difficile qui puisse exister, parce qu'on utilise tous les membres, autant les jambes que les bras, donc c'est quelque chose de très très physique. Ce sont des sportifs de haut niveau, ils font au moins 5 entraînements par semaine, ils ont le statut même pour certains de sportifs de haut niveau, ce sont vraiment des athlètes et ce sont des guerriers, parce que pour affronter quelqu'un dans une enceinte, c'est vraiment psychologiquement très difficile. Un combat de boxe, c'est toute une préparation. Alors, mon père m'y a mis à l'âge de 5 ans. Voilà, actuellement j'en ai 20.
et j'ai eu un titre donc championne de France l'année dernière au mois de mai. Alors avant, on a tout ce qui est échauffement avec le coach, donc il nous masse. Ensuite, on s'équipe, on passe à la vérification des équipements. Quand on est passé à la vérification des équipements, on commence à s'échauffer aussi. Après, c'est l'heure de monter sur le ring. Et quand on passe sur le ring, on met en pratique toute la théorie qu'il y a eu. Donc voilà. Et sur le ring, le face-à-face est intense. L'analyse doit être rapide. Pour cela, les coachs sont aux aguets. Quand on connaît les boxeurs, si on sait qu'ils sont bons en anglaise avec les points, ou s'ils sont meilleurs en jambes, on va essayer de travailler sur des choses qui vont pouvoir le gêner. Mais après, quand on ne les connaît pas, il faut voir sur le combat, sur le premier round, on observe. Le coach il est là pour ça aussi, pour essayer de trouver une stratégie pour pouvoir enchaîner les rounds derrière correctement. C'est génial. C'est une montée d'adrénaline qui est vraiment tellement intense qu'on ne peut pas expliquer ce que c'est aux autres personnes. Et quand on descend du ring, après, on est sur un nuage complet. Pour ce gala de boxe, l'ambiance était plutôt détendue et le spectacle de qualité. Évitez les arnaques en matière de placement. Voici quelques conseils pour reconnaître les mauvais conseillers, car n'oubliez pas, ce sera vous le payeur. Placement. Évitez les arnaques. En matière de placement, personne n'est à l'abri d'une arnaque. Qui que vous soyez, que votre épargne soit modeste ou importante, quelles que soient vos connaissances, vous pouvez en être victime et perdre beaucoup d'argent. Quand les placements traditionnels rapportent peu, la tentation est grande d'essayer de trouver des solutions plus rentables. C'est dans ce contexte que certaines arnaques se développent. Promesses de gains irréalistes, faux investissements dans de nouveaux secteurs, faux conseillers financiers. Les stratagèmes des escrocs sont variés. Soyez un investisseur vigilant. Apprenez à les détecter. Comment les reconnaître ? Certains comportements doivent vous mettre la puce à l'oreille. Vous êtes démarché par une personne que vous ne connaissez pas ou qui vous est recommandée par un proche ou un collègue. Elle se présente comme un expert, tient un discours séduisant, renvoie vers un beau site internet. Elle propose un investissement idéal, à la fois rentable et garanti, réservé à quelques privilégiés. Elle fait pression, demande un versement rapide et prétend que demain il sera trop tard. Comment les éviter ? Ne donnez pas suite au démarchage si vous ne connaissez pas la personne. Commencez par vérifier si vos interlocuteurs sont bien autorisés. Sur le site de l'Orias pour les intermédiaires, sur le site Regafi pour les entreprises. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question, contactez AMF Épargne Info Service. Et même lorsque le conseiller est autorisé, ne signez jamais tout de suite, ne versez pas d'argent, ne communiquez jamais vos numéros de carte bancaire. Exigez une documentation complète, lisez-la en totalité. Vérifiez que l'investissement répond bien à votre besoin et à un risque que vous êtes prêt à prendre. Souvenez-vous qu'il n'existe pas de placement miracle. Un rendement élevé ne peut jamais être garanti. Avec l'AMF, apprenez à reconnaître et à éviter les arnaques en matière de placement. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi 23 novembre pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.